Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast avec Michael Gundil qui, je le rappelle, est le spécialiste international des compléments alimentaires pour sportifs et qui d'ailleurs a sorti sa 3e édition de son guide des compléments récemment, donc très très intéressant. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Cette fois-ci, donc c'est un podcast qui est assez personnel. On aborde la 2e partie de l'histoire de la société, donc de Nutrimuscle jusqu'à aujourd'hui. Et on va parler de ce nouveau produit qui nous a fait un petit peu retarder la sortie de ce podcast pour laisser la surprise aux testeurs. Voilà, bonne lecture à tous. On parlait, alors est-ce qu'on continue avec l'histoire de la marque rapidement ou Ouais, donc sur l'histoire de la marque, donc après son déménagement donc sur le sud de la Belgique, qui s'est fait donc dans les années de 2006-2007. Donc elle a continué son expansion, il y a eu le site internet qui a été fait, il y a eu un petit début de publicité, etc. Il y a une belle expansion et donc dès 2015 déjà il y a commencé, dès 2014 on va dire 2014-2015 il y a eu un petit arrêt, disons une petite baisse pas de la fréquentation mais des lancements produits, etc. Il y avait carrément eu un arrêt parce qu'il y avait toujours un ou deux nouveaux produits qui étaient rajoutés par an et puis tout d'un coup ça s'est arrêté. Le fondateur qui avait, on le rappelle, qui avait pas 30 ans, il s'est retrouvé à plus pouvoir assurer finalement les commandes. Il y en avait quelques-uns qui étaient livrés 2-3 jours après parce que il y avait trop d'activités. Et c'est pour ça qu'il a décidé de fermer boutique. D'abord, il y a eu des produits qui ont été retirés. Alors les gens râlaient parce que il a commencé par retirer lentement des références, des arômes, des produits qui ont été retirés. Pour arriver finalement à l'explosion qui s'est passée fin 2017, ça a été, il me semble que c'était en novembre. C'était juste un peu avant Noël. C'était Joyeux Noël, je me souviens, c'est pour ça que je me souviens toujours. Et du coup, il faut reprendre dans le contexte. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas vraiment, il y en a beaucoup qui crient au complot. C'est tout simplement quand tu bosses 30 ans, 15 heures par jour, 7 jours sur 7, 370 jours par an, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre et t'as peur aussi pour toi. Du surmenage, surtout quand t'es plus dans ta vingtaine, et c'est ça qui a fait prendre cette décision-là. T'avais deux choix, soit d'augmenter encore les capacités de l'usine, soit Non, en fait, ouais, mais quand tu te mets dans le contexte de l'âge et que tu te dis, ouais, c'est ça, non, mais il y avait deux possibilités, quoi. Ouais, il y avait 2 possibilités, mais finalement, il y en avait qu'une, parce que quand tu te mets dans le contexte de l'âge, que tu es dans ta cinquantaine, soixantaine, et que tu te dis, c'est super, c'est très bien, parce que c'est quelque chose que tu as construit, tu as mis toute ta vie dedans, tu l'as créé, tu l'as amélioré, tu fais plaisir aux gens, c'est des personnes, les consommateurs, ils sont comme toi, tu vois. Ils ont ta vision des choses, ils veulent les certificats, et t'as cette envie de vouloir développer. Mais t'as une fatigue qui est psychologique, qui est physique, et agrandir une usine, ça se fait pas en 2 minutes, et ça demandait un investissement sur une durée, et c'était plus possible en fait à ce moment-là en 2017. C'était vraiment. Les gens vus de l'extérieur, ils se sont demandé pourquoi ils arrêtent. Il suffit d'augmenter la taille de l'usine, point quoi. Oui. Et la réponse. C'était un peu l'incompréhension là-dessus, parce que on se dit, on n'arrête pas une entreprise parce qu'elle marche trop bien quoi. Et pourtant ça existe. Et c'était la réponse était aussi sur le site. On arrête parce que le nombre de commandes a dépassé les capacités de production. Et en fait c'était trop. Et c'est pour ça que ça a été arrêté. Alors effectivement ça paraît bizarre dans un monde censé de se dire ça marche, pourquoi ils arrêtent, mais c'était vraiment ça. Et ça nous amène du coup à comment ça a été repris, comment on a pu finalement prolonger l'histoire de la société, et on en est là actuellement chez Nutrimuscle. C'est que moi personnellement je suis un consommateur, donc je connais la société depuis 2007. Ça remonte en 2019, ça fait quelques années, et je me rappelle, j'ai fait ma première commande en 2008 sur le site avec un ami. 2008, c'est mes débuts en musculation. Donc je passais par le biais d'un ami, on prenait des pots, parce que nous ça nous paraissait énorme à l'époque, les pots de 4 kilos, donc on en prenait pour 2, et c'est comme ça que j'ai connu la société, et que j'ai commencé finalement à me documenter sur tout ce qui est la partie compléments alimentaires, les protéines, etc., et que j'ai vraiment adhéré à la société. Donc en 2007 j'ai connu la société, 2008 j'ai passé le pas, j'ai fait ma première commande, petit à petit je faisais des beaux paniers, hein, j'étais presque à... J'avais regardé mes commandes sur les 10 dernières années, j'étais à peu près à 12 000 euros sur 10 ans. Au total. C'est pas au total, ouais. C'est à peu près 1 200 euros par an, mais il y avait des périodes où je m'entraînais, il y avait des périodes où j'étais à l'étranger, donc
Je me faisais quand même livrer, mais c'était plus compliqué. Donc j'étais gros consommateur de base, connu la société aussi par le biais du forum. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012-2013, j'avais déjà pour projet. En fait, ce que je voulais faire, c'était plus ou moins franchiser la société ou exporter le concept, parce que j'adorais. C'était vraiment ma période où j'étais à fond dedans. Et je voulais exporter ce modèle, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un gros marché, il y a un gros potentiel. Le marché américain, ils sont vraiment dans les codes promo, ils sont pas forcément au fait de la bonne qualité. Et finalement, tu te retrouves avec des gens qui vont consommer là-bas à cause du marketing. Mais s'ils seraient mieux informés, ils comprendraient toute cette problématique sur la provenance des compléments alimentaires, des protéines, etc. Donc en 2012-2013, j'ai commencé à ébaucher plus ou moins un projet pour exporter finalement le concept Nutrimuscle à l'étranger. Et c'est comme ça que je suis allé voir le fondateur à cette époque-là, donc en 2013. On s'est rencontrés, on a parlé, le courant est très bien passé, on avait plus ou moins la même façon de penser. Je pense que c'est un peu tous les clients Nutrimuscle, ils sont plus ou moins dans cette même démarche de qualité, ils ont plus ou moins le même raisonnement sur la complémentation, les produits, et je pense qu'on a plus ou moins tous le même mode de vie. Et du coup, le courant est très bien passé, mais à l'époque, je me suis retrouvé plus ou moins face à un mur. En fait, je comprends maintenant, mais il y a tout l'outil industriel, il y a toute cette protection qu'on est obligé d'avoir finalement dans une société comme la nôtre. Et du coup, le fait de vouloir exporter, ça passait pas pour lui. Et à cette époque-là, en 2013, donc il y a 6 ans, il m'avait proposé de reprendre la société. Donc à l'époque, c'était pas possible parce que j'avais pas les moyens financiers pour acheter la société et j'avais pas du tout l'expertise sur le niveau industriel donc de la chose. Aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'il y a l'expérience, etc. À l'époque, j'avais une bonne expertise dans le milieu de la complémentation. Je connaissais très bien toutes les molécules, les nutriments, etc. Donc, au niveau des produits qui étaient en vente, j'avais aucun souci là-dessus. C'est plus l'expérience sur le niveau industriel qui me manquait. Donc les premières discussions ont été infructueuses, mais j'ai pas abandonné mon idée et je suis parti donc aux États-Unis pour recréer le concept Nutrimuscle sur le marché américain. J'ai créé une société là-bas, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, j'avais pas les recettes. Ça paraît bête, mais c'est compliqué. J'avais pas le savoir-faire industriel de la société. Donc forcément, il y a eu plusieurs barrières pour la bonne expansion de ce que j'avais créé. Et finalement, ça a été un bel échec, formateur, mais ça a été un bel échec. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en France après, donc j'ai laissé tomber aux États-Unis. Le marché américain est très compliqué. C'est un marché qui... bref, je dis ça, mais en Europe, c'est plus ou moins pareil. On en parlait aussi dans un podcast, mais les gens recherchent beaucoup des promos, donc forcément, quand tu leur proposes quelque chose sans promo ou à un prix, tu fais des prix barrés, tu mets ton truc à 60 et tu fais promo à 40, alors que tout le monde c'est 60, mais c'est promo et ça coûte $20, tu vois, $15. T'es pas au même niveau que tes compétiteurs. T'es pas sur le même marché non plus. Oui, ils font tout pour que l'information passe pas aux États-Unis. Alors un exemple qui est un peu ancien, quand il y avait encore des magazines de muscu, il y avait un gars qui s'appelait Bill Phillips qui avait créé, mais plus tard EAS, qui avait créé une espèce de société de consommateurs et il testait les produits donc ça on parle des années 90 hein. Et il testait les pourcentages de protéines qu'il y avait dans les pots. Ils se sont aperçus très vite qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient pas autant de protéines que ce qu'ils disaient et donc il avait dénoncé pas mal de marques et il faisait sa pub dans les magazines et du jour où il a dénoncé les marques, elles sont allées voir les magazines, elles ont dit si vous passez votre pub, on passe plus nos pubs. Lui, c'était des petites pubs, c'était des petits encarts, il n'y avait pas de moyens. Donc les grosses marques ont dit si vous parlez de lui et vous passez les pubs de ce gars-là dans votre magazine, on ne passe plus nos pubs à nous dans votre magazine. Donc là, et un autre exemple flagrant typique des États-Unis, on a de la whey native en France depuis plus de 10 ans. Ouais. Aux États-Unis, tu vas dire à un gars whey native, tu vas voir ce que c'est, etc. Il y a personne qui sait ils savent même pas que ça existe. Ouais, et je rebondis là-dessus parce que justement quand j'ai lancé ça donc en 2013 aux États-Unis et que forcément donc j'étais moi dans ma vision des choses manière Nutrimuscle et les premiers produits ce que je voulais vendre forcément c'était les whey natives les isolats de caséine micellaire donc issus du lait directement avec la microfiltration, etc. Et je me rappelle que je m'étais fait incendier sur le site parce qu'il y avait un forum aussi dans le genre
c'est de la merde. Il faut prendre des whey, toutes les vrais whey qui te donnent les vrais résultats, c'est issu du fromage. J'avais eu plusieurs posts dans ce sens-là. Et oui, et donc ils feront tout, l'industrie fera tout pour pas que ça se sache qu'il y a une autre whey, parce que comme ils se battent sur les prix, à partir du moment où ils seraient obligés de vendre une autre whey qui est plus chère, ils pourraient plus se battre sur le prix. En fait, aux États-Unis, ils se battent sur le prix et sur le goût. Chacun a un goût plus outrancier que le voisin, et comme ils se battent sur le prix, d'avoir à introduire une nouvelle forme qui serait plus chère n'est pas du tout dans leur dans leur plan marketing et dans le business plan. Et donc c'est pour ça que nous on a de la whey parce qu'on a l'information circule un peu mieux. On a de la whey, enfin bien que ce soit Nutrimuscle qui ait porté le truc pendant 6-7 ans avant que les autres en parlent, mais on peut avoir de la whey issue du lait depuis plus de 10 ans, alors qu'aux États-Unis ils sont pas prêts d'en avoir, il y a personne qui en parle, et tu serais le plus malvenu d'essayer d'en vendre. Ils viennent t'incendier, hein, attention. C'est du vécu. Donc ça c'était 2013, ça n'a pas marché, c'était assez sympa parce que voilà, c'était les États-Unis, etc. C'était moins sympa côté finance, bien entendu, parce que quand tu prépares tes trucs, tu crées ta société, tu te fais plus ou moins ton stock, tu fais ta pub, etc. Voilà, donc ça a été un premier contact qui a été très positif en tout cas avec Nutrimuscle à l'époque, qui m'a conforté finalement dans l'idée. C'est pas parce je pense que l'échec c'est assez formateur, donc ça m'a conforté dans l'idée finalement que c'est quelque chose que je voulais vraiment, et je m'étais dit que j'avais aussi les capacités pour. Et que ça pouvait se faire. Donc on est en 2013. Après 2013, je suis toujours client, hein, bien entendu. 2014, 2015, les années se suivent et on se retrouve finalement. J'avais fait en 2015, j'avais eu quelques échanges et on se retrouve finalement en 2017 où sur l'année 2017, donc je suis recontacté en me demandant si je suis intéressé parce qu'il arrivait à saturation, il pouvait plus et donc moi je l'avais déjà vu en 2013, donc je savais plus ou moins comment ça se passait. 2017 que j'étais moi vraiment sur d'autres projets et je lui avais dit que j'étais pas, c'est pas que j'étais pas intéressé, mais j'avais quelque chose d'autre qui me prenait plutôt pas mal. Je lui avais dit peut-être chose à voir, mais en ce moment c'est pas forcément ce qui me tente le plus. Donc j'étais toujours consommateur. Mais j'étais pas encore au fait que vraiment il allait tout arrêter comme ça. Non, moi je pensais vraiment que il m'avait plus relancé parce qu'on s'était déjà vu, parce que je savais un peu, je m'en doutais un peu, mais j'avais pas vraiment mesuré finalement sur ces contacts-là. Et ce qui s'est passé, c'est que fin novembre, début décembre, comme tout le monde, quand je me suis connecté pour faire ma commande, j'ai vu ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai renvoyé un mail en me demandant forcément ce qui se passait. Et donc il m'a répondu en disant, j'en ai marre, j'arrête. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Moi j'ai pris mon sac à dos et je suis parti là-bas pour le persuader de pas arrêter. Donc c'était assez amusant, non ? C'était pas amusant à l'époque. Quand j'y repense, c'était plutôt marrant, mais je suis parti comme ça vraiment. Donc je suis parti tout de suite. Juste après, j'ai fait le mois de décembre à ses côtés et je me rappelle le 29 décembre, un vendredi, dernier jour où il s'était fixé en fait dans sa tête, j'arrête le dernier jour ouvré du mois de décembre 2017. Donc le mois de décembre 2017 a été très compliqué à ses côtés pour le persuader de ne pas arrêter. Et ce qui s'est passé donc 29 décembre 2017, 18h, on ferme la porte, il ferme la porte de l'usine, donc avec moi dehors. Et on avait eu cette discussion déjà sur la semaine, etc. Et je lui ai dit, je veux vous voir le 2, parce que le premier c'était férié, c'était un lundi. Je lui ai dit, je veux voir le 2, vous inquiétez pas, je reprends la société, je vais trouver le financement, etc., etc. Pas de réponse. Donc il part le 29 décembre au soir, aucune réponse. Je me pointe le 2 au matin, tôt, j'attends, et là, il apparaît. Donc je me dis, c'est peut-être joué. Il apparaît, et je me rappelle que la première chose qu'il m'a dit, c'est vous m'avez fait prendre la pire décision de ma vie, j'ai pas dormi le week-end, j'ai vraiment passé, je me suis fait plus ou moins incendier, je pense qu'il aurait eu une batte de baseball à côté, j'y serais passé. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup sur le début d'année, donc 2018, on se retrouve avec une entreprise qui a plus de stock, qui a annoncé à tout le monde qu'elle a fermé, qu'elle allait fermer, il y a plus rien, il y avait plus rien. Moi il m'avait dit je sais pas exactement quand je ferme, c'est quand il y a plus de stock, c'est bon, c'est fini quoi.
Ouais, mais c'était déjà fixé en fait au fin décembre. Ça devait être avant les vacances. Enfin, il m'avait dit avant les vacances, c'est fermé. Après, il m'a dit dès qu'on a plus de stock, je ferme. Ouais, alors, c'était très date, hein, donc c'était fixé vraiment l'arrêt au 31/12/2017, hein, c'était ça. À l'année fiscale, oui, tu peux pas dire aux impôts que tu as travaillé 2 jours. Ouais. Bon, ils te massacrent comme si t'avais. De toute manière, c'est l'URSSAF en France, c'est la règle. Tout trimestre commencé est dû. Donc même si tu as travaillé 15 jours sur le premier trimestre, tu es obligé de leur payer tout le trimestre. Donc c'est intenable de travailler qu'un seul jour. C'est pas. Enfin, ceux qui sont un peu dans le monde de l'entreprise savent exactement. Exactement. Et du coup, donc fin décembre 2017, je suis là-bas plus ou moins tout le mois. J'avais tout arrêté justement pour la reprise parce que pour moi c'était tellement. Et déjà, j'adorais la marque depuis plusieurs années, enfin depuis 2008, plus ou moins 2007-2008. J'avais essayé d'exporter ça, j'ai pas réussi. J'étais sur d'autres projets, mais c'était quelque chose que j'avais au coin de la tête et je m'étais dit, ça pouvait pas arrêter, quoi. Je pouvais pas ne plus consommer les produits. Toute cette réflexion et finalement, j'ai pris mon sac à dos, j'y suis allé. J'ai réussi à le convaincre en lui disant que quoi qu'il arrive sur l'année 2018, j'en allais faire la reprise. Et donc finalement, au 2 janvier 2018, tôt le matin, il revient en m'incendiant et on rouvre la boutique et on reprend finalement la main sur les approvisionnements, le stock, les mises en gélule, etc. Et ça a été extrêmement compliqué sur le premier semestre 2018. Ça a été de se remettre de ce qui avait été annoncé. Et il y a énormément de consommateurs qui sont partis, qui n'étaient pas au courant finalement que ça avait réouvert. Il n'y a pas vraiment eu d'annonce parce que pendant 4-5 mois, on n'avait pas de fin. Faut se rendre compte que dans le milieu du complément alimentaire, quand tu commandes des trucs et que tu veux des choses qui sont plus ou moins fraîches, de temps en temps, tu as des délais d'approvisionnement, ça dépasse les 6 mois. Donc quand tu dis à tes fournisseurs que tu arrêtes et que tu les recontactes pour leur demander de la matière première, eux, les premières dates qu'ils peuvent te donner, c'est 4 à 5 mois plus tard sur certaines matières premières. Sauf, bien entendu, si tu veux des lots qui sont pas frais, etc. Mais l'idée, c'était pas de reprendre avec des lots pas frais, que tu fasses un mélange et que tu reprolonges les dates de production, comme on en avait parlé dans le dernier podcast. C'était pas du tout la stratégie et c'était pas l'envie. Ce qui a fait que pendant une bonne partie de l'année 2018, il y avait eu ces ruptures de stock d'un côté, et puis après, il y avait la reprise finalement de l'activité qui était à faire. Et c'est beaucoup plus dur de reprendre une activité quand tu as annoncé un arrêt que de créer une boîte et de la lancer, parce que déjà tu as tout ce discours qui s'est fait suite à l'arrêt avec il y a eu pas mal de trucs sur les réseaux, c'est normal que moi je comprends que les gens soient pas contents. Moi il me l'a dit 10 minutes avant tout le monde. Je peux te dire que c'est pour ça que je me souviens toujours que c'était avant Noël, parce que je me suis dit joyeux Noël. Ouais, tout le monde n'était pas content. Non, ça se comprend aussi. Moi aussi, j'étais pas content. J'y suis allé. Après, il y a des choses à faire. C'est bien de pas être content, mais au bout d'un moment, faut se poser des questions. Il faut essayer de pouvoir surmonter ça pour résoudre le problème. Donc, ce que j'ai fait, mais ça peut pas se résoudre dans un claquement de doigts. Donc, il y a eu toute cette année 2018. Donc, pour lui, ça a été la reprise de l'activité, les réapprovisionnements, etc. Et pour moi, ça a été toute la partie administrative et financière, parce que acheter une entreprise, ça se fait pas en 2 minutes, malheureusement, même si on voudrait. Donc il y a eu toute cette partie-là, et finalement sur le plan communication, ça a été très compliqué parce que la reprise effective ne s'est fait que bien plus tard. Donc sur toute l'année 2018, j'étais là entre deux, donc entre l'usine et dans toute la paperasse administrative et les financements pour pouvoir reprendre. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment fait de communication par rapport à ça parce que c'était pas encore acté. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie à démystifier, parce que il y a vraiment eu un souci plus ou moins humain, et je comprends tout à fait le bonhomme, parce que quand tu te retrouves à travailler de base, je travaille beaucoup, donc moi ça me dérange pas trop, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je pense que se taper 15 à 16 heures par jour toute la semaine, en moins d'un mois, tu t'en peux plus. Donc je comprends la logique, et finalement quand tu te rapproches et que tu travailles dans cette industrie, surtout dans cette société, c'est quelque chose qui peut arriver et finalement qui est normal, et c'est pour ça que c'est arrivé. Donc je comprends que les gens n'aient pas été contents, moi c'était pareil parce que j'étais du même côté. Du coup voilà, j'ai quand même réussi à acter la reprise avec un groupe
assez jeune, qui est dans le biologique aussi, donc je suis très content de ça. Et ça nous permet finalement de proposer en tant que consommateur, du coup c'est l'œil du consommateur à l'intérieur de la société, et c'est ça qui nous permet de proposer aussi ces nouveautés et de reprendre finalement ce qui avait été arrêté. Déjà, tu dis avec un groupe bio, tu peux en parler un peu. Ils t'ont aidé à reprendre le financier. Exactement. Ils m'ont aidé sur la partie financière et ils ont une expertise donc dans l'industrie biologique, dans le secteur de la cosmétique. Donc c'est un groupe qui est petit, qui est du même style que Nutrimuscle. C'est un peu des trublions du milieu avec des produits bio sans alcool pour la cosmétique, donc pour la peau. Donc ça s'est fait en fait finalement assez naturellement parce que d'une part, on a Nutrimuscle qui est pour le complément alimentaire, donc pour l'intérieur, pour une complémentation en interne, et eux, ils ont la même vision mais sur l'extérieur, donc spécialisée dans la cosmétique bio. Ça a été notamment la première marque agréée bio au monde. Donc c'est assez intéressant sur la partie cosmétique. Donc on a fait le rachat de la société ensemble, et du coup on prolonge la vision donc, de la marque Nutrimuscle avec moi qui suis aux commandes. Et ça nous permet justement de faire ces développements produits et cette expansion sur le marché. Et ce qui nous importe, enfin moi ce qui m'importe beaucoup, c'est de faire connaître la marque à des personnes qui sont toujours consommatrices de produits qui sont pas forcément bons pour leur santé. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir parler finalement de la marque avec toutes ses caractéristiques et tout ce qu'elle a, et c'est de pouvoir en parler au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que tu mets beaucoup l'accent sur du bio, sur des nouveaux produits. Alors malheureusement dans le complément alimentaire, tout n'est pas possible en bio, mais l'accent sur le bio, c'est plus dans la mouvance aussi de la société, parce qu'on est sur des produits, enfin on veut avoir des produits qui soient bons pour la santé, etc. Donc le bio, c'est quelque chose qui est naturel pour nous, et il y a cette expertise finalement en plus. Donc c'est vraiment un gros plus qui permet d'être plus performant là-dessus. Mais effectivement, si on pouvait tout avoir en bio, ça serait génial. Mais pour le moment, on a une gamme de produits. Après, tu as beaucoup de produits, les molécules, ça peut pas être bio, les minéraux, ça peut pas être bio. Enfin, t'as plein de trucs qui peuvent pas être bio, mais c'est naturel aussi. Tout ce qui potentiellement peut être bio, tu vas essayer de. Est-ce qu'on peut parler un peu de la whey bio? Alors la whey bio, il me semble qu'on l'avait abordé. Oui, mais je sais pas si, comme tu m'as donné des informations de plus. Après, je sais pas si ce que tu peux raconter. C'est toujours très dur à s'approvisionner. Si par chance on y arrive, on est toujours en discussion. C'est très très difficile. C'est très très difficile. Mais si par chance on y arrive, effectivement, on aura une whey biologique, donc native, bioactive, issue donc du lait directement. Et là, ça va vraiment être une qualité qui va être très très bonne. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore d'indice sur le prix. Mais après, je pense que c'est quelque chose qu'on proposera quoi qu'il arrive, et on pourrait aussi proposer une caséine bio issue du lait directement. Après, est-ce que ça vaut le coup de proposer une caséine bio alors qu'on a déjà les protéines totales? C'est moins urgent. Ouais, les protéines totales sont déjà là. Dans les protéines totales, il y a quand même 80% de caséine. Voilà, ceux qui veulent la caséine biologique native, c'est assez ciblé parce que c'est ceux qui veulent pas de whey dans leur complément. Donc, c'est à voir. Mais ça, on pourrait le proposer parce qu'il y en a plus facilement. On a trouvé un bon producteur d'ailleurs qui en fait. Par contre, la whey biologique, la vraie whey biologique bioactive, donc native, c'est très très compliqué à s'approvisionner, et potentiellement ça va se faire. Disons que on n'est pas encore sûr nous-mêmes, mais c'est en cours de discussion. Ça existe, mais les quantités sont tellement faibles que le producteur les garde pour lui. C'est ça. Faut pleurer, faut aller pleurer. Il y a plusieurs stratégies, mais effectivement, c'est produit. Donc, ce qui est bien, ça nous rassure sur le fait que ça existe vraiment. C'est juste que c'est très jalousement gardé par le fabricant lui-même, ce qui fait que tu as une marge de manœuvre qui est extrêmement limitée. Mais de fil en aiguille, on va y arriver. Il y a des gens qui m'avaient envoyé un lien sur une whey bio, alors qui s'est avéré être de la laitière, mais 70 € le kilo. Oui. Pas de la laitière, de la fromagère en plus, c'était de la fromagère. Ouais, voilà, c'est de l'arnaque là. Ouais, non, mais sur le marché de la whey bio, malheureusement, c'est un peu le Far West, quoi. Alors c'est vraiment le Far West, et le fromage bio c'est en hausse, c'est un marché qui est très très porteur, ce qui est très bien. Que forcément, comme l'industrie du fromage, il y a des déchets du coup qui peuvent recycler, ils en proposent, et du coup la plupart des fabricants qui font des whey, enfin ou des protéines, peuvent
ont dans leur portefeuille des whey biologiques, mais qui sont issus du fromage. Et ce qu'il faut faire attention, mais on en parlait aussi la dernière fois, c'est que en fait, ils vont te dire qu'ils ont de la whey biologique, ils vont t'envoyer des analyses. Donc, au premier abord, en fait, c'est sur les premières analyses, tu sais pas que c'est issu du fromage. Il faut creuser, donc en demandant les subfractions bioactives, et c'est ça qui te permet de savoir, en fait, de faire la distinction entre une whey issue du fromage, donc qui contient des glycomacropeptides, et une whey vraiment biologique issue du lait directement. Parce que sur les origines, ils te mettent que ça vient du lait, en fait, et c'est assez trompeur, et il n'y a pas vraiment de protection sur les appellations que tu as le droit de mettre ou non dans tes certificats ou dans ton discours commercial. Donc généralement les whey biologiques que tu vas trouver sur le marché, enfin que tu vas essayer d'acheter en tant qu'acheteur, donc là je me positionne du côté de la société où tu trouves un fournisseur, un fabricant qui te fait de la whey biologique, toi en tant que revendeur, donc acheteur de leur whey, ils vont te proposer des whey biologiques issus du lait. Enfin le terme c'est issu du lait. Elles sont pas laitières, elles sont issues du lait. Voilà, c'est là où déjà la distinction se fait. Et quand ils t'envoient les analyses, en fait, tu es obligé de leur demander de faire les analyses des subfractions qu'ils ne font pas, parce que sinon, dans les analyses de base, tu sais pas que c'est du rejet fromager. Donc c'est très très compliqué. Et on a potentiellement un fabricant. Voilà, maintenant de fil en aiguille, c'est les négociations qui sont en cours. Donc potentiellement ça va se faire quand, je ne sais pas. Donc ça c'était la parenthèse. Alors est-ce qu'on peut parler d'un nouveau? On continue sur la reprise ou c'est bon essentiellement on a tout? Je pense que on est plutôt bon. Hein. La reprise s'est faite, elle est actée. Je pense que les gens plus ou moins l'ont vu. Enfin, ce qu'il faut retenir de la reprise, c'est que déjà ça a été dur des deux côtés, du côté client comme du côté de l'entreprise en elle-même. Et ça a été 2 fois plus dur de mon côté, parce que moi j'étais des deux côtés en même temps. Donc voilà. Mais donc ça s'est bien fait. Qu'est-ce que ça dit en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Déjà, c'est un prolongement de la gamme. On en parlait aussi. Donc c'est toujours rester comme on est. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se moderniser d'une part, parce que l'outil est assez. Se moderniser. Je parle sur Internet, hein, pas à l'usine parce qu'on est assez moderne, mais se moderniser d'une part. Et c'est prolonger finalement la gamme et prolonger l'aventure Nutrimuscle, que ce soit en France ou sur le marché européen, avec des nouveaux produits et toujours apporter cette vision. En fait, l'objectif de Nutrimuscle, c'est pas forcément d'être les trublions, c'est de pouvoir amener sur le marché déjà européen et français cette qualité de produit et cette compréhension du monde du complément alimentaire avec ses spécificités et que tout le monde puisse finalement faire la distinction entre quelque chose qui est bien et quelque chose qui est pas bien. Et ça, si on arrive à le faire, c'est-à-dire que si toutes les marques, peu importe qu'elles passent des codes promo, là n'est pas la question, mais si toutes les marques arrivent à s'aligner à notre niveau ou à un niveau similaire avec des certificats, avec une traçabilité, déjà ça fait changer le marché, ça fait évoluer le marché du bon côté. C'est ce qui a été fait il y a une dizaine d'années aussi. Avec la whey laitière. Exactement. Et je pense que si on continue comme ça, dans une dizaine d'années, finalement, le consommateur aura encore plus de transparence. Et c'est ça aussi qui fait avancer en bien l'industrie. Donc, quand tu as plus de demandes sur des whey laitières issues du lait directement, forcément, les whey fromagères, la demande baisse et du coup, il y a moins de production, etc. Donc, on a tout intérêt finalement à être présent sur le marché et à jouer ce jeu, donc d'imposer notre vision des choses pour que la concurrence, finalement, quand elle va comprendre, elle puisse se mettre à niveau et finalement que tu aies une traçabilité. Donc c'est toujours, finalement c'est dans ce but-là qui est avéré. Et après on a cette marque qu'on veut nous entretenir de différentes façons. Et c'est pour ça qu'il y a la création des podcasts, parce que moi, de mon époque consommateur, je trouvais que j'étais un grand amateur de podcasts à la base, donc j'aurais bien aimé avoir des podcasts qui vont retracer plus ou moins les produits, comment c'est fait, etc. Je pense qu'à l'avenir, on fera aussi des podcasts spécifiques par complément alimentaire, où là, on va vraiment expliquer les effets du complément alimentaire. Là, on parle des méthodes de fabrication, parce que c'est toujours intéressant, et je pense que c'est des choses qui moi, m'intéressaient de base, et que j'aurais aimé transmettre en ayant ces connaissances-là, donc c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Mais les podcasts, cette chaîne de podcasts, elle est vouée vraiment à aussi expliquer tous les compléments alimentaires, qu'est-ce que ça fait, les effets, les posologies, etc. Parce que c'est des choses qui sont intéressantes. Et du coup, le prolongement des produits, je pense qu'on va pouvoir en parler aussi. Avec un vrai milk and egg. Alors c'est un milk and egg version 21e siècle, et on va avoir un groupe de tests qui va arriver dans pas longtemps. La recette est déjà fixée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on attend, c'est les étiquettes testeurs. On a fait des super étiquettes collector. C'est un peu la surprise pour ceux qui vont recevoir le vrai milk and egg.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, mais est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire du Milk and Egg? Le problème, c'est que tu t'aperçois que ça n'a jamais existé, en fait. C'est juste un concept, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de marques. Faudrait vérifier toutes les marques, mais je pense qu'il y en a très peu. On va le voir. Et c'était une arnaque dès le départ. Alors l'historique, c'est à peu près l'arrivée des protéines en poudre, vraiment sur le. Alors les protéines en poudre, c'est plus la Première Guerre mondiale. C'est parce que comme les troupes américaines en Europe avaient besoin de, il fallait nourrir les soldats. Donc c'est là qu'ils ont inventé. Enfin, c'est pas qu'ils l'ont inventé, mais ça s'est développé. Donc le lait en poudre, évidemment que c'est plus facile de transporter une tonne de lait en poudre et c'est plus rentable que de déplacer 10 ou 20 tonnes ou 30 tonnes ou 50 tonnes de lait vraiment. Donc ça s'est développé là, mais commercialement les protéines en poudre, c'est les années 50 et c'était des protéines de soja. Donc c'était Hoffmann et puis Vedder. Enfin c'était Hoffmann probablement qui avait le premier vendu ça. Vedder n'a fait que copier. Il n'a jamais innové Vedder. C'est un peu sa ligne de fabrique. Il a toujours pompé sur tout le monde, mais il a jamais innové. Il faut le dire pour ceux qui connaissent pas Vedder, c'est le grand ami des bodybuilders. Hein, je le répète. Mais... Le seul d'ailleurs. Le seul est unique. L'ami du bodybuilder. Et donc il vendait des protéines de soja. Et est arrivé un gars qui s'appelait Irving Johnson et qui a changé de nom, c'est un peu compliqué, mais il s'appelle Ray Blair, on le connaît plus sous le nom de Ray Blair, qui a vendu d'abord des protéines de soja et qui était un peu plus innovant que Vedder et Hoffmann sur les protéines, et il s'est dit l'idéal ce serait de vendre une protéine qui copie le lait maternel parce que c'est ce qu'il y a de plus anabolique. Et donc c'est là qu'il s'est dit je vais inventer un milk and egg. Alors à la base c'était donc de la caséine, mais à l'époque il n'y avait pas de caséine micellaire, donc c'était caséinate de calcium et l'autre je sais plus ce que c'était, caséinate de je sais plus, enfin c'était deux caséinates de calcium disons. Et il avait dit je rajoute du lait, enfin des œufs, la protéine d'œuf. Alors c'était de la protéine d'œuf entier, c'est-à-dire qu'il y avait le jaune plus le blanc. Et plus, à l'époque, ce qui est assez novateur, il y avait de la whey dans son milk and egg. Mais quand on regarde les compositions, en fait, vu que la protéine d'œuf qu'il avait mis, c'était de la protéine jaune plus blanc, il y aurait dû y avoir beaucoup de gras dans son dans la composition en calories. Et il y a très peu de gras dans la composition en calories, donc ça veut dire qu'il a mis, quand il dit qu'il avait mis de l'œuf, c'était une pincée quoi. Pour fabriquer une tonne de protéines, il avait dû mettre une pincée d'œuf. Il devait y avoir 1 ou 2%, et de toute façon, vu la teneur en graisse, non, c'est impossible. Et je te dis, non, c'est vraiment une pincée, tu vois, une pincée de sel, ça devait être ça son œuf qu'il devait y avoir. Et la whey qu'il y avait, la whey, elle venait d'où? Elle venait de la caséine, parce que il y a pas de caséinate ou de caséine qui est 100% caséine. Il y a toujours un tout petit peu de whey en déchets qui a pas été filtré, surtout à l'époque. Donc moralité, c'était une grosse arnaque et c'était que du caséinate de calcium quoi. Mais ça a bien marché parce que c'est lui qui fournissait Arnold et toutes les protéines, et Vedder disait toujours à Arnold mais pourquoi tu prends les protéines parce qu'il était sous contrat avec Vedder pour apparaître sur les pubs, mais tout le monde savait qu'il prenait les protéines d'Irving Johnson et il disait à Vedder les protéines c'est de la merde, donc il prenait ce qui se faisait quand même de mieux à l'époque. Et par contre là où il a été innovant, et Nutrimuscle ne veut pas entrer sur ce marché là, c'est qu'elles étaient déjà instantes. Donc elles se mélangeaient très facilement parce qu'il y avait eu un ajout de soja. Et les protéines Vedder et autres protéines qui n'ont pas été instantes tout de suite, elles se mélangeaient, c'était un mélangeable quoi. Donc il a innové sur comme nous, les premières protéines instantes qu'on a vu arriver, on les mettait dans l'eau, elles fondaient dans l'eau, on s'est dit mais c'est de la qualité quoi. On savait pas à l'époque que c'était en fait c'était un tour de magie quoi. Et comme tour de magie, ça n'existe pas vraiment. C'est le fait que la protéine se mélange bien ou pas, ça n'a rien à voir avec la qualité de la protéine. Il avait juste ajouté des trucs de soja là. Il a posé les bases du marketing actuel. Ouais, complètement. Mais enfin, c'était quand même ce qui se faisait de mieux.
J'ai dit Arnold, tous les champions, enfin presque tous les champions utilisaient ces. Bah, on a failli l'appeler le Arnold Mix tellement on pensait que, enfin, comme c'était très connu que Arnold consommait ça, on s'était dit tiens, mais finalement, quand tu regardes la composition réelle, on aurait eu un Arnold Super Mix là du coup, parce que Moi aussi, le premier, parce que je savais pas, tu te dis ah tiens un milk and egg, bon bah c'est 50% de lait, 50% d'œufs, bêtement tu te dis ça quoi, parce que c'est jamais, tu remarqueras, c'est jamais précisé sur la composition ou très rarement. Et, non. comme je disais dans un ancien podcast, je travaillais pour, bah c'était la plus grande marque à l'époque de protéines avant de travailler pour Nutrimuscle en France, et il y avait un milk and egg. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je demande au patron, mais c'est quoi la proportion de milk et je crois qu'il me dit qu'il y avait 3% d'œufs, donc dérisoire quoi. Et il me dit mais non, mais on peut pas en mettre plus, sinon c'est dégueulasse quoi. Mais donc c'est la plupart des milk and egg, c'est vraiment, à moins que la proportion soit écrite sur la boîte, ça n'existe pas quoi. Bah justement, ça va exister dans pas longtemps. Alors, il y a deux prouesses qu'on arrive à faire chez Nutrimuscle. Déjà, la première, c'est que ça va pas être en instant, bien entendu. Donc ça va être... et c'est pas forcément difficile à mélanger. Hein. Non, je crois qu'elle se mélange plutôt bien en plus. Elle se mélange bien parce que la egg de base, la egg, il y a une petite, il y a une manière de la mélanger, mais une fois que tu l'as, c'est assez facile. Et la whey de base, elle se mélange quand même assez bien. T'as un petit peu de mousse, mais c'est pas extravagant. Et on arrive donc à faire ça. En fait, on va même encore plus loin chez Nutrimuscle, c'est qu'on va te faire le ratio 50-50, mais pas de poudre. T'as vraiment le ratio 50-50 de protides. Donc ça va encore plus loin. Ça veut dire que sur ta base de protides, t'as vraiment 50% de protides qui sont issus de la whey, et t'as 50% de protides qui sont issus de la egg. Et comment on arrive à avoir ce dosage en protéines de blanc d'œuf sans avoir cet arrière-goût? C'est parce que on a la chance d'avoir des cahiers des charges qui sont assez stricts et on fait faire sur commande nos protéines d'œuf. Ce qui fait que forcément ça coûte beaucoup plus cher, mais on arrive à avoir finalement une protéine qui est très agréable au goût et qui est pas du tout horrible. Donc moi je suis un grand fan de base, un gros consommateur de la egg, et ce qui fait qu'on arrive à avoir donc cette qualité donc de protéines de blanc d'œuf et cette qualité de whey aussi. Donc, c'est un vrai milk and egg, c'est un whey and egg. En plus on innove sur le marché parce qu'effectivement comme tu l'as dit, dans l'historique à la base c'était c'était du caséinate, enfin de la caséine qui était utilisée. Nous on passe à de la whey et on a cette synergie réelle qui se fait, qui est assez probante parce que il y a deux choses qui font le mix en fait. Pourquoi c'est un mix qui marche bien? Bah déjà, c'est que t'as pas mal de sodium grâce à la egg. Moi je trouve que t'as une meilleure congestion quand on prend avant l'entraînement, et t'as ces deux protéines qui vont t'apporter des acides aminés complémentaires aussi, que tu retrouves d'une part que dans la egg et que dans la whey. Donc c'est super intéressant. Parce que l'aminogramme de la whey est pas le même que l'aminogramme de. Donc l'idée c'est de mélanger les deux pour renforcer l'aminogramme. Et on peut parler du sel, puisque tu parlais du sodium. La protéine d'œuf est assez riche naturellement en sodium, mais parce que tu vantes le sodium, mais il n'y a pas eu de sel rajouté, parce qu'il y a beaucoup de protéines dans la composition des ingrédients. Il y en a beaucoup, ils seront surpris s'ils regardaient les ingrédients de voir que il y a quelqu'un qui a rajouté du sel dans leurs protéines. Exact. Nous, c'est du sel donc naturel qu'on retrouve en fait le blanc d'œuf de base. C'est protéines de toute façon. Ouais, c'est ce que t'as qui est contenu dans les protéines, et donc c'est du sodium que tu retrouves naturellement finalement dans le blanc d'œuf. Hein, c'est celui qu'on contient plutôt pas mal. Il y a pas de, enfin nous on fait pas de rajout bien entendu. Ça serait aberrant de rajouter du sodium. Il y en a beaucoup qui font. Dès que c'est noté dans la liste d'ingrédients, regardez si vous avez utilisé des marques concurrentes. Regardez, il y a des malins, ils rajoutent du sel. C'est ça. Donc on va vraiment avoir l'un des premiers, enfin je pense que c'est vraiment le premier milk and egg à avoir cette composition 50-50, parce que on est les seuls à pas se baser finalement sur la poudre, la teneur. On va pas mettre, c'est pas 50 grammes d'egg, 50 grammes de whey, c'est vraiment, on fait ça. En fait, on prend la teneur en protéines réelles qu'on va mettre à 50-50. La plupart des milk and egg, sauf si c'est écrit sur la boîte, faut pas compter qu'il y ait plus que quelques pourcents d'œufs. Bah, c'est ce que tu vois dans les mix qui se vendent un peu n'importe où. C'est des mix, à chaque fois ils disent 7 protéines, c'est le mix, tu sais. Ouais, il y a 200 protéines.
T'as du soja, t'as de l'œuf, t'as de la whey, de la caséine, ou les méga mix, ou les mix protéinés avec et c'est pareil quand ils disent les mix avec du blanc d'œuf. Bah, finalement, t'as la teneur en blanc. La teneur en blanc d'œuf, elle est très basse parce que d'une part, je pense qu'ils doivent acheter plus ou moins de la merde au niveau du blanc d'œuf. C'est même pas du plein air et ils doivent acheter un truc ou ultra salé ou qui est dégueulasse et du coup ils peuvent pas en mettre beaucoup. Donc ou alors ils peuvent en mettre beaucoup, mais du coup tu te retrouves avec des arômes qui sont ultra puissants pour masquer et le goût du sel et le goût de la egg. Et, du coup, c'est pas super. Mais c'est pour ça que techniquement, alors si vous voulez embêter un peu les gens, demandez si vous achetez un Milk and Egg, pour les fans de Milk and Egg, demandez toujours, interrogez-vous sur le ratio et milk et egg de votre Milk and Egg. Mais la plupart des Milk and Egg, ça n'existe pas. C'est ça. Bah, il y a qu'un très petit pourcentage d'egg. Donc là, on va vraiment, pour ceux qui aiment bien la protéine d'œuf, donc c'est assez sympa parce que c'est toujours bien de varier quand même ces protéines. Donc là, on a vraiment quelque chose qui permet d'avoir un aminogramme qui est plus intéressant. Et je pense que t'as des bénéfices qui sont assez bien. En sachant qu'Arnold en prenait et il est devenu ce qu'il était. Avec il croyait en prendre. Enfin, les gars s'en faisaient aussi parce que ils mixaient leurs œufs et le lait. Ils prenaient pas forcément des protéines. C'est ça. Bah, je pense que Arnold, avec notre Milk and Egg actuel, il aurait surperformé à l'Olympia là. Ouais, je sais pas, mais voilà. Mais du coup, c'est en préparation. Le groupe de test va être lancé. C'est pour ça aussi donc qu'on a fait ces posts et sur le forum et sur les réseaux en demandant pour ceux qui veulent participer au groupe de test, donc ils peuvent s'enregistrer. C'est parce que je pense que c'est plus intéressant pour les personnes qui sont réellement intéressées, qui veulent participer, que nous on les contacte et qu'on puisse voir ça avec elles. Ça nous permet de faire un choix aussi, et ça permet à des gens peut-être qui n'auraient pas forcément été choisis naturellement, parce que nous on se base aussi beaucoup sur la base de nos forumers, des personnes qui sont sur notre forum, qui vont alimenter en messages et qui vont un peu vivre le forum et la communauté. Mais ça permet aussi à des personnes qui sont pas forcément sur le forum et qui sont plus du côté des réseaux sociaux de pouvoir participer. Donc on a fait des belles étiquettes, c'est en cours, ça devrait pas tarder, et on va lancer le groupe de test aromatisé. Je sais plus si je t'en avais envoyé d'ailleurs. Je crois que oui. Enfin, oui, parce que je crois justement que tu me disais que tu arrivais à bien les digérer, celles-là. Ouais, les protéines d'œuf. Enfin non, parce que tu m'as envoyé du gainer œuf aussi. Ah oui, exact. Et j'avais un peu peur de la protéine d'œuf, ouais. La protéine d'œuf, quand elle est bien sourcée, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que tu vas avoir un inconfort ou etc. Mais finalement, on revient à la qualité de la matière première. Mais si tu as une matière de qualité, du coup, tu sens pas ce genre de problème. Et tu peux très bien en consommer. Moi, je tourne qu'à ça plus ou moins. Donc, au niveau du grammage, j'en prenais peut-être 4 shakers par jour, facile, pendant une période, et t'as pas d'inconfort. Et ce qu'il faut dire pour les tests, le problème de choisir les gens pour les tests, c'est que c'est pour après le test, ils rapportent leur opinion. Le problème, c'est que le gars, il teste et puis il garde ça pour lui, quoi. Mais non, c'était ça qu'on avait comme problème avec où ils te mettaient 3 mots sur le forum, ouais c'est bien, ou voilà, point. Ouais, j'imagine qu'il y en aura toujours un ou deux malheureusement, mais bon, si les autres, on est toujours sur le principe où t'en as quelques-uns qui vont vraiment t'animer tout ça, et le reste va pas vraiment animer. Mais après c'est quelque chose qu'on veut faire. Je pense que c'est intéressant. Moi en tant que consommateur, j'aurais bien aimé aussi. J'aurais bien aimé avoir des échantillons, des trucs comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on fait aussi dans ce but-là. Je pense que tout le monde est content de recevoir des échantillons. Et le fait de poster, c'est un petit plus qu'on va demander, c'est un petit effort qu'on va demander en remerciement. Et une question subsidiaire, il y a beaucoup de gens qui demandent si parce que le premier pot c'est 4 kilos pour les protéines, est-ce que ça va diminuer? Et oui, et écoute, on l'a fait. On a commencé à le faire pour certaines protéines, certains mix. On va faire un format qui va être entre 1,2 kg et 1,5 kg. C'est pas forcément pour celui qui a l'habitude d'acheter. Au bout d'un moment, tu prends ton sac de 25 kg ou tes pots de 6 kg. On a fait ça pour de temps en temps vouloir aromatiser, si t'as envie d'aromatiser, si t'as envie de changer un peu d'arôme. Et pour les personnes qui débutent en musculation, qui n'ont pas l'habitude ou qui pensent pas faire les 4 kg, elles peuvent se tourner sur ce format qui est plus pratique, qu'on n'avait pas à l'époque.
Typiquement, on a fait ça parce que je repense aussi à mon expérience personnelle, mais quand j'ai commencé à connaître la marque et donc dans les années 2000 et que j'ai commencé à vouloir commander, finalement, j'ai pas sauté le pas pendant plusieurs mois parce que je voulais pas avoir 4 kilos d'un coup. J'avais des a priori, on va dire, à l'époque, et j'avais un peu peur de pas utiliser ces 4 kilos-là. Et finalement, j'ai eu un ami avec qui j'ai commencé la muscu qui m'a permis on a commandé tous les deux, et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir à ce moment-là. Une fois que tu as l'habitude, une fois que tu connais, quand tu fais du sport régulièrement, 4 ou 6 kilos ou 25 kilos, c'est pas forcément quelque chose que tu penses que c'est beaucoup, mais sur le début, je pense que sur vraiment les premiers qui connaissent pas vraiment la marque, parce que tu te rends compte que finalement, tu as beaucoup de personnes qui adhèrent à tes valeurs, qui sont dans ta façon de penser, de proposer de la qualité, etc., mais qui vont pas forcément sauter le pas parce que le format est trop gros. Et donc, l'idée, c'était justement de pouvoir proposer ça à un public qui veut pas forcément aller dans le gros. Il y a plusieurs cas. C'est un public qui veut pas forcément aller dans le gros conditionnement, un public qui veut consommer, mais pas forcément tous les jours, et du coup, un pot de 1,2 kg, ça va lui convenir. Après, tu as des gens qui veulent que les lots les plus frais, et du coup, ils pourront aller là-dessus, même si c'est un peu plus cher. Et après, tu as toute une partie aussi peut-être féminine qui peut pas se lancer dans du 4 kilos parce que elle pense que c'est trop, même si je pense pas que les apports en protéines changent réellement en fonction du sexe. Donc, c'est plus par rapport au poids, mais voilà. Donc on a ces nouveaux formats qui sont en train d'arriver et qui à terme vont être prêts pour toute la gamme actuelle. Enfin, toute la gamme. Ouais, toute la gamme de protéines. Ouais. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. C'est toujours intéressant d'avoir des anecdotes historiques sur le milieu du complément alimentaire pour sportifs, qui finalement est assez corrélé avec l'essor de la pratique et sa popularité. Et en France, on n'a pas vraiment d'informations sur les débuts des prises de compléments alimentaires. Donc je pense qu'on va poursuivre un peu la série avec Michael Gundil. Et je reviens aussi sur donc l'actualité des groupes de test. On a beaucoup de produits en cours d'étude. Donc ne soyez pas déçus de ne pas avoir été choisis. On va continuer progressivement à faire des groupes de tests avec d'autres membres de la communauté Nutrimuscle. On a aussi recruté une responsable digitale qui va s'occuper d'animer les réseaux et surtout de synthétiser nos connaissances pour faire des articles, des lettres d'infos sur les compléments et leur histoire pour le sportif. Moi personnellement, je suis pas sur les réseaux parce que j'ai pas le temps, mais elle m'a dit qu'il y avait certains déçus qui mettaient des commentaires de genre j'aurais tout donné, je me suis inscrit, ils m'ont pas choisi. Donc pour eux, ne vous inquiétez pas, peut-être qu'on vous choisira ou pas. En tout cas, à bientôt pour un futur podcast Nutrimuscle.